Benoît Baumgarten, orthoprothésiste, a mis au point l'Access Socket, une prothèse innovante et précisément en ce qui concerne l'emboîture, cette partie en contact avec le membre amputé. Notre innovation a été de faire en sorte qu'on ait 30% de rigidité et 70% de souplesse sur nos emboîtures. C'est une structure en carbone, comme vous pouvez le voir là. La spécificité, c'est des faibles épaisseurs pour avoir des structures très très rigides. Et c'est à partir de cette structure-là qu'on va inclure à l'intérieur de tissus et d'une résine bien spécifique qu'on travaille avec un fabricant spécifique. Extérieur rigide, intérieur rigide, devant souple. Dans les assouplissements, les trucs comme ça, je peux aller plus loin. Et en plus d'aller plus loin, ça fait moins mal, quoi. Comment tu trouves un petit peu la différence entre une emboîture d'essai et une emboîture souple? C'est comme un sabot et vous passez dans une basket de sport. On gagne en souplesse, on gagne en agilité. Autre avantage, l'Access Socket fait désormais partie des dispositifs médicaux remboursés, donc accessibles gratuitement partout en France. Benoît s'attend donc à une hausse des demandes, mais l'entrepreneur et son épouse Laetitia, avec qui il travaille au quotidien, s'y préparent. On est en train de construire donc une unité de fabrication sur la commune de Sabran, 400 mètres carrés, dédiée spécifiquement à la fabrication de l'Access Socket. Et notre idée, c'est de recruter localement. Cette année, on a déjà 2 à 3 embauches de prévues jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, dans les 2 années à venir, c'est entre 10 et 15 embauches. C'est donc ici où dans quelques mois seront fabriquées toutes les prothèses. On est à quelques kilomètres de Bagnols-sur-Cèze. Ici aussi où se poursuit la recherche autour notamment de l'utilisation de matériaux biosourcés comme le chanvre ou la fibre de lin pour remplacer le carbone. Et puis on est aussi ici à quelques mètres des gîtes où Laetitia et Benoît accueillent gratuitement pendant un temps plus long, une semaine, les patients hors du cadre médical pour tester avec eux leurs prothèses, à l'occasion par exemple de sorties en vélo ou de randonnées dans la garrigue. Ça permet d'accueillir les gens pendant toute une semaine et surtout, ils peuvent tester leur dispositif en milieu naturel. C'est un concept qu'on a travaillé pendant longtemps et qui aujourd'hui nous permet de voir la vie de façon très positive. Tout est possible, il suffit juste d'un petit peu d'aide. Dans un aéroport, quand les avions sont garés, ils ont quand même besoin d'électricité pour la climatisation, le chauffage. Aujourd'hui, la plupart des pilotes utilisent pour cela les APU, ces moteurs auxiliaires situés à l'arrière de l'avion. Mais ces APU émettent des gaz à effet de serre et des particules fines. C'est pourquoi Éric Péquignot a créé l'APU Emission Tracker. C'est un service en fait de tracking des émissions qui sortent des APU des avions quand ils sont au parking. On pose une caméra multispectrale et on suit la signature chimique des éléments qui sortent du moteur après la combustion. Et c'est comme ça que ça nous permet de suivre le panache et donc de savoir combien de temps l'APU est resté en fonctionnement et surtout combien il a émis de CO2 ou de polluants de l'air. Et comme on utilise de l'imagerie multispectrale, ça nous permet de discriminer les signatures chimiques du dioxyde de carbone, des particules fines et du dioxyde d'azote. Jusqu'à présent, les aéroports, ça se passe comment? Il y a quelqu'un qui arrive avec un chronomètre au niveau de l'avion, du parking, et qui chronomètre à la main combien de temps l'APU est resté branché. Donc nous, on arrive avec un moyen de contrôle automatique, permanent et précis, et ça, c'est une innovation d'usage. L'APU Emission Tracker est aujourd'hui utilisé par plusieurs aéroports en France, à Paris ou Nice par exemple, en France où il existe une réglementation qui limite l'usage de ces APU. Mais le marché visé, bien sûr, est mondial et notamment les 50 plus grands aéroports de la planète. La motivation d'Éric ? L'environnement. Dans la conception de nos caméras, on a été extrêmement vigilant à la consommation à la fois électrique de la caméra,
mais aussi en termes de données, de besoins en connexion à Internet. C'est pour ça que tous les traitements sont effectués à l'intérieur de la caméra et que l'on ne transmet par Internet que les données utiles. Il y a de plus en plus de réglementations au niveau français, au niveau européen, qui permettent en fait de mettre en œuvre des moyens de mesure, des moyens de contrôle, des solutions qui permettent d'avoir un impact positif sur l'environnement. Par contre, aujourd'hui, il y a un gros déficit dans l'objectivation des résultats et des impacts. Et c'est là qu'on arrive, nous, avec nos moyens de mesure. Un APU émet en moyenne, pour une heure d'escale au sol, environ 750 kg de CO2. Sur un an, pour un aéroport comme Roissy-Charles de Gaulle et pour l'ensemble des avions, c'est jusqu'à 200 000 tonnes de CO2 qui partent dans l'atmosphère. C'est l'équivalent d'1 milliard de kilomètres en voiture, autant de gaz qui peut être suivi par l'APU Emission Tracker. Et puis Walter vise aussi d'autres structures pour déployer ce système, comme les ports maritimes, et puis certaines industries, comme les raffineries par exemple. L'épilepsie touche 60 millions de personnes dans le monde et pour 30%, les médicaments ne fonctionnent pas. Donc la solution, c'est de retirer la zone épileptogène, la zone du cerveau responsable des crises. Alors pour mieux la localiser, la start-up Avrio Medtech a créé le logiciel Alysia, intégrant de l'intelligence artificielle. Il analyse très rapidement les énormes quantités de données issues de l'activité électrique du cerveau. C'est une solution qui va étudier certains biomarqueurs de cette zone épileptogène de manière à rendre le diagnostic et l'identification de cette zone épileptogène beaucoup plus précis et beaucoup plus rapide. En fait, cette intelligence artificielle, elle est là pour aider les médecins en leur enlevant des tâches répétitives qui sont certes difficiles, mais qui demandent aussi de la charge cognitive. Donc il faut imaginer qu'on traite le signal et qu'on analyse environ 15 jours de signal. Et là-dedans, on va chercher des biomarqueurs qui, eux, ne durent que 10 millisecondes. En plus, c'est également infime en termes de signal électrique. C'est une toute petite variation qu'on ne peut pas détecter à l'œil. C'est vraiment très, très difficile et en tout cas impossible à faire sur 15 jours de signal, mais que notre logiciel fait à la place des humains et des médecins. La machine, contrairement à l'être humain, elle ne va pas se fatiguer. Le problème de la machine, c'est qu'il lui manque l'expertise et aussi la flexibilité, l'intelligence de l'être humain. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver ce bon compromis entre la vitesse d'exécution, la qualité de la découverte, en particulier de ces biomarqueurs. Avrio Medtech est donc né de la rencontre en 2015 entre deux chercheurs, Emmanuel, chercheur en neurosciences, spécialiste de l'épilepsie, et Christophe, spécialiste du traitement de données massives. Et puis en 2022 est arrivée Karine, start-upeuse récidiviste dans le domaine médical. Alors Karine, comment s'est faite la rencontre avec Christophe et Emmanuel ? Eh bien, c'est Toulouse Tech Transfer, la société de valorisation de technologie de Toulouse, qui nous a mis en relation. Au départ, c'était pour que je puisse donner mon avis sur ce projet de création d'entreprise. Et très vite, on s'est tellement bien entendu qu'on a décidé de s'associer. Notre produit est actuellement utilisé au CHU de Toulouse. Et notre ambition est que notre solution puisse être diffusée dans les 300 hôpitaux en Amérique du Nord et en Europe qui sont des hôpitaux de référence en épilepsie. On souhaitait, au travers de ça, essayer de vraiment contribuer à la recherche sur l'épilepsie, à aider les patients, parce qu'on les connaît, on les rencontre tous les jours et on sait à quel point c'est difficile cette pathologie pour eux au quotidien. La société Coldep a mis au point un procédé de traitement de l'eau tout à fait innovant où l'eau à traiter est aspirée dans des colonnes sous vide et mise en contact avec des bulles plus ou moins grosses qui viennent capter les saletés. C'est un double tube concentrique où on injecte de l'air. On choisit le type et la taille de nos bulles qu'on injecte à l'intérieur du tube pour capter
par le fait moussant, les microparticules et polluants présents dans l'eau. On a toujours fait un peu l'analogie avec dans une baignoire avec un bain moussant où on retrouve une fois le bain bidé la tache en fait avec la mousse qui a capté les particules de saleté. En taille maxi, on peut être jusqu'à maximum du 150 microns type bactéries ou grosses microalgues. Et au plus bas, on a sorti des bactéries, mais des virus aussi de taille de 20 nanomètres. Et on va sur des pesticides, des fongicides, tout ce qui est microplastique aussi. Coldep, c'est un peu moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, une douzaine d'ingénieurs, c'est 150 installations à travers le monde, quasiment la moitié à l'international, dans le métier historique qui est l'aquaculture. Et l'objectif, c'est de passer à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026, avec une campagne de recrutement où on a l'ambition de doubler de taille d'ici 2 ans. On est capable de filtrer de l'eau, de l'oxygéner et de la purifier, avec une consommation énergétique de moins de 10 kWh. Qu'avec l'ancien système, on était monté de 80 kWh, on va dire, en consommation électrique. Donc en gros, c'est presque 10 fois moins de consommation électrique pour avoir même un meilleur résultat. Un système donc moins gourmand en énergie qui intéresse aussi les industriels, d'autant qu'il prend peu de place au sol puisque basé sur un système de colonnes dont la taille est adaptée aux besoins. C'est le cas pour cet industriel qui fabrique des plats cuisinés et où les déchets issus du traitement de l'eau sont même valorisés en biomasse. Ça nous permet d'avoir aujourd'hui un ratio de méthanisation qui est très intéressant. Donc on est sur des ratios qui permettent vraiment de valoriser ce déchet, quoi. Le concept technologique a été développé à la base pour l'aquaculture, comme ici. Il est déployé aujourd'hui pour le traitement des eaux dans l'industrie, agroalimentaire, chimie, papeterie, textile. Et les dirigeants de Coldep réfléchissent et travaillent aujourd'hui à de nouveaux usages, comme le traitement des eaux contaminées par les PFAS, ces polluants éternels, et même le dessalement de l'eau de mer. Que ça soit aux zoos, au musée, dans une bibliothèque, dans un aéroport, qui n'a jamais rêvé de pouvoir s'asseoir, de pouvoir poser son sac, ses sacs, son manteau, de pouvoir poser ses enfants? Eh bien, c'est à cela que sert ce véhicule, une flâneuse. C'est à la fois une poussette, un caddie, une assise, un fauteuil, un chariot et un déambulateur. Mais ne l'appelez pas déambulateur, car c'est bien là l'objectif de ces concepteurs, faire accepter le déambulateur en le rendant utile à tous et ainsi favoriser l'autonomie et l'intégration des personnes à mobilité réduite. Les Flâneuses, c'est un projet d'innovation sociale qui ambitionne de soutenir la mobilité de tous les publics et le vivre ensemble. On travaille ainsi avec des établissements recevant du public, tels que des musées, des aéroports ou des galeries commerciales. Le point de départ du projet, c'est de faire un déambulateur sexy. On a été voir des gens qui ne souhaitaient pas utiliser ce déambulateur en leur disant « Qu'est-ce qui ferait que vous l'utiliseriez ?» Et leur première réponse, ça a été « Moi, je l'utiliserai le jour où vous aussi, vous l'utiliserez. » Donc la question de l'inclusion et de la réponse universelle, c'est eux qui nous l'ont soufflé. À partir du moment où on accompagne des personnes qui ont des difficultés de mobilité, c'est poser la question de se mettre au niveau des outils déjà existants sur ces problématiques-là. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est certifié dispositif médical de classe 1. Nous avons 3 modèles de flâneuse. Le premier qui a été conçu avec le Louvre, qui répond à un usage intérieur. Le second, conçu avec les aéroports de Paris. On a rajouté un rack à bagages. Et le troisième, qui est un modèle extérieur qui va permettre de transporter plus d'enfants plus facilement sur des terrains plus chaotiques. Les flâneuses sont produites en France, en Occitanie notamment. Aujourd'hui, une centaine d'établissements en sont équipés partout en France. C'est 500 flâneuses, 500 000 usagers. Et Thérèse et son frère Yves visent le double en 2025. L'intérêt d'avoir co-conçu avec nos futurs clients, c'est qu'aujourd'hui, on en comprend mieux le besoin. Très clairement, les questions de confort, d'accessibilité, d'inclusion sont des questions qui sont partagées par tous les établissements avec lesquels on travaille. Aujourd'hui, 87% des agents qui accueillent dans les établissements avec lesquels on travaille
nous disent se sentir plus à l'aise pour accueillir une diversité de publics, du fait d'avoir une même solution à proposer à tout le monde sans stigmatiser qui que ce soit. Vous connaissez l'agrivoltaïsme? C'est le fait de concilier sur une même parcelle de vignes, mais aussi de vergers, de champs, la production agricole et la production électrique photovoltaïque. Eh bien, c'est pour développer et répondre aux enjeux de cette filière que Jean-Baptiste Bessac a développé Ecotrac, une ombrière photovoltaïque dynamique. Ecotrac sert avant tout à protéger les cultures, notamment contre les aléas climatiques. Je parle par exemple de la sécheresse qui permet de rehausser les rendements agronomiques pour retrouver des niveaux de production agricole qui étaient les nôtres il y a une dizaine d'années de ça. Ce sont des panneaux solaires installés au-dessus des cultures qui vont se mettre en mouvement et donc il y a un savant pilotage pour gérer l'ombrage au sol des panneaux solaires. Donc on est capable à chaque instant de prendre la meilleure décision, la meilleure stratégie pour répartir l'éclairement entre les cultures et les panneaux solaires. En fait, l'idée, c'est de venir piloter les ombrières en s'appuyant sur notamment un brevet du CNRS où on exploite des images du ciel qui sont collectées par une caméra. Notre solution logicielle, elle embarque également une caméra qui filme la culture. Et dans le cas de la vigne notamment, on va être capable d'établir à quel moment on a du raisin, à quel moment on a passé l'étape des vendanges. Et on va pouvoir comme ça avoir un pilotage qui va être plus dynamique. Ecotrac, c'est aujourd'hui ce démonstrateur sur 400 mètres carrés. Une deuxième version est prévue l'an prochain sur 2 hectares au-dessus d'autres cultures. À terme, effectivement, on a un développement très ambitieux de la société pour aller sur des projets agrivoltaïques de plusieurs hectares et qui s'étendent à l'échelle de la France, de l'Europe et voire plus, on n'a pas de limite. Et pour se développer, Jean-Baptiste mise sur l'acceptabilité, faire accepter ce genre d'infrastructure par les riverains, les agriculteurs, grâce à une meilleure intégration dans le paysage. Donc on a travaillé, par exemple, à réduire la quantité de matière et l'emprise au sol en s'inspirant des systèmes de transport par câble. On a également dimensionné une structure sans fondation béton qui sont à 4, 5, 6 mètres de hauteur pour faciliter la mécanisation. Et enfin, on a fait ce pari d'aller utiliser du bois en remplacement de l'acier. Ça a un impact environnemental déjà qui est très faible. Le bois, c'est un matériau qui va très bien résister dans le temps s'il est bien mis en œuvre. On a fait plusieurs choix, que c'est celui du câble ou celui du bois, justement pour avoir quelque chose qui soit plus en harmonie avec les paysages ruraux et avec la pratique de l'agriculture.